Bonsoir. Bonsoir. Merci Bertrand d'avoir accepté cette invitation. Alors Bertrand, tu es dans les locaux de Sycomore, qui est une société donc de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement responsable. Alors Bertrand, tu es le président du comité de mission de Sycomore. Alors je m'arrête là et maintenant je te laisse te présenter pour tout le reste. Je suis le président. D'abord, je suis très heureux d'être le président du comité de mission. Moi, j'ai un parcours, j'allais dire, sur 2 jambes, puis voire sur 3 jambes, puisque initialement, je suis un ingénieur qui a fait une école de commerce, et effectivement, mes premiers métiers ont été des métiers à la fois techniques et à la fois dans le business. Et puis, j'ai eu la chance aussi, dans ce parcours-là, de pouvoir travailler dans des grands groupes, L'Oréal, Nestlé, Michelin, et aussi d'avoir ma propre société dans le digital au moment du boom Internet. Et autre chance, j'allais dire, dans ce parcours-là, c'est que j'ai pu travailler, et c'est ce qui m'a ouvert aussi, sur le continent européen, mais aussi sur le continent africain, sur le continent indien. Et enfin, la dernière partie de ma carrière, ça a été la découverte du développement durable. Et là, j'ai un peu été comme Galilée avec la Terre, si je puis dire, c'est que j'ai découvert que tout d'un coup, le monde économique, ce n'était pas simplement 2 variables comme la part de marché ou le ROI, mais il y avait des tas de valeurs, il y avait des tas de parties prenantes, et je dois dire que ça a vraiment changé la perception de ce qu'était le monde, de ce qu'était le business, de ce qu'étaient les attentes du monde. Et c'est ce qui a fait que même ensuite, en quittant Michelin, en partant à la retraite, j'ai continué dans ce domaine-là à avoir des activités sur ces sujets de développement durable. Et là, plus simplement en tant que salarié, mais aussi en tant que citoyen engagé, mais on reviendra là-dessus. D'accord, donc c'est de la conviction, c'est de l'engagement. Tout à fait. Alors, Sycomore est une entreprise à mission. Alors, les entreprises à mission ont été créées dans le cadre de la loi PAC en 2019, donc c'est assez récent. Et ce statut permet aux entreprises de formaliser des engagements, alors des engagements sociaux, des engagements environnementaux, au cœur de leur activité économique. Et pour ça, il y a un certain nombre d'éléments qui viennent cadrer en fait, ce statut. Il faut d'abord commencer à définir une raison d'être. Donc nous, la raison d'être de Sycomore, c'est d'investir dans une économie durable, plus inclusive, tout en générant un impact positif pour les parties prenantes, et en particulier évidemment pour nos clients et nos collaborateurs. Mais c'est aussi définir des objectifs sociaux, environnementaux, j'en parlais. C'est et bien sûr avoir un comité de mission qui va suivre l'ensemble de ces éléments-là, et c'est aussi un audit externe qui vient aussi donner son avis sur les actions qui ont été mises en place. Alors, le premier élément sur lequel je voulais qu'on échange aujourd'hui, c'est les bénéfices d'un comité de mission, ou plutôt du statut d'une entreprise à mission. Quelles sont pour toi leurs particularités, la particularité d'une entreprise à mission et du comité de mission, et quels en sont les bénéfices? C'est une très vaste question, mais je voudrais tout d'abord démarrer par une phrase qui m'avait marqué, qui était celle d'Henry Ford, qui disait qu'une entreprise qui ne gagne pas d'argent, elle meurt. Mais il disait aussi, il rajoutait immédiatement derrière, une entreprise qui se contente de gagner de l'argent, elle meurt aussi parce qu'elle n'a pas de raison d'être. Parce que qu'est-ce que c'est finalement la performance financière pour une entreprise? Si je faisais une autre métaphore, c'est comme dans une maison, c'est la fondation. Et puis ce qui est au-dessus, finalement, c'est la mission de l'entreprise. Et tout d'un coup, quand on a une entreprise à mission, on la voit, on sait ce qu'elle va faire. On sait pourquoi elle est là, on sait quels sont ses objectifs. Et j'allais dire, pourquoi ça apporte du bénéfice, c'est parce qu'effectivement, pour les clients, pour les investisseurs, effectivement, ils savent en quoi l'entreprise est engagée. Moi, j'écoutais une professeure d'Harvard, qui était Rebecca Anderson, qui disait qu'elle a fait beaucoup d'études sur ces sujets-là, et par domaine, et elle a constaté que systématiquement, les entreprises qui étaient plus claires sur leur mission, etc., avaient une surperformance financière, et ce, disait-elle, quel que soit le domaine de l'activité. Et je ne suis pas surpris, entre guillemets, parce qu'effectivement, tout d'un coup, on sait où ces entreprises vont aller. Et je finirai par un dernier point, puisque je trouve que ça n'a rien à voir, mais ça image bien le propos. C'était Vern Cotter, qui était l'entraîneur de l'ASM, de l'équipe de rugby, et qui disait toujours, entre une équipe qui perd de 20 points et une équipe qui gagne de 20 points, qu'est-ce qui fait la différence? C'est 5% de motivation en plus.
Et c'est ça, quand on est dans une entreprise à mission, on sait où on va aller, et donc forcément, ça décuple l'énergie qu'on va y mettre. Exactement. Et tu parlais d'entreprises qui performent. Il y a dans l'industrie beaucoup de beaux exemples. J'ai celui de Patagonia, par exemple, qui a des valeurs très fortes. Elle a réussi à la fois à fidéliser ses clients, ses collaborateurs, et en même temps un chiffre d'affaires qui a évidemment très bien progressé. Donc en fait, il n'y a pas réellement d'incompatibilité, il y a même une forme de complémentarité entre la mission et puis la performance financière. Dans nos métiers de gestion d'actifs, je le vois aussi comme un élément d'innovation, parce que finalement, ça nous pousse à innover pour trouver des solutions, notamment dans l'environnement, mais pas que, on peut parler aussi du social. Donc l'innovation, c'est aussi un élément important de créateur de valeur, et je pense qu'aussi c'est un point qu'il faut mettre en avant lorsqu'on parle finalement d'entreprise à mission. Il y a un autre élément qui est important, et en particulier pour un directeur général, c'est de fidéliser et d'attirer de nouveaux talents. La notion de mission, c'est finalement une sorte d'aimant qui intéresse notamment les jeunes générations, parce qu'il y a du sens. Voilà. Et donc, s'il y a du sens et s'il y a de nouveaux talents, c'est évidemment pour moi créateur de valeur. Et donc il y a vraiment ces deux choses qui se marient en fait parfaitement. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de mission, effectivement, il y a cette mission tournée vers l'extérieur, et puis il y a cette mission tournée vers l'intérieur. C'est clairement l'impact et ce qui fait la force d'une entreprise à mission. Et c'est la raison, en tout cas moi c'est une des raisons pour laquelle j'ai rejoint le comité de mission de Sycomore, parce que je trouve que cette mission donne, surtout dans ce domaine qu'est la finance, je trouve que ça lui donne un rôle, très certainement un statut de phare que peu d'entreprises ont dans ce domaine-là. Alors justement, quels sont de ton point de vue le rôle des membres de comité de mission? Parce que dans un comité de mission, on a à la fois, et en particulier chez Sycomore, à la fois des membres internes qui viennent de Sycomore, et également des membres externes. Et donc du coup, il y a une forme de diversité qui peut être assez intéressante. Alors justement, je voulais un peu t'entendre là-dessus, de ton expérience. Qu'est-ce que tu retiens finalement de cette diversité de parcours? Alors, c'est vrai que le rôle du comité de mission, finalement, il est finalement très simple, puisqu'il consiste à être le gardien un petit peu du temple par rapport à la mission et aux objectifs qui sont associés à l'entreprise. En même temps, il est simple et il est compliqué parce qu'il n'est pas toujours évident, effectivement, de pouvoir être ce gardien du temple. Souvent, les équipes de direction peuvent se dire « Oh, mais oui, ils sont loin du business, de l'entreprise, etc. » Simplement, pour l'entreprise, le comité de mission, comme un comité de parties prenantes dans les grands groupes, offre une véritable chance, une véritable opportunité. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont rejoint ce comité de mission, les personnes qui ont rejoint, les hommes et les femmes qui ont rejoint ce comité de mission, ils le font gratuitement. Ils n'ont ni lien financier avec l'entreprise, ni lien émotionnel, c'est ni des parents, etc. C'est des gens qui acceptent de donner leur temps. Mais ils le font pourquoi ? Ils le font parce qu'ils se sentent en adéquation avec les valeurs de cette entreprise-là. Et donc, dans le cas de Sycomore, avec les valeurs de Sycomore. Et ils se disent, peut-être, je suis susceptible d'aider et de pouvoir avoir un rôle, j'allais dire, d'effet miroir, gratuit, en disant, voilà ce que je pense, et c'est pour ça que je donne mon idée sur ce sujet. Pour prendre un autre exemple, moi je me rappelle une des premiers, dans mon entreprise précédente, quand on avait mis en place un comité de parties prenantes, le premier président qui avait accepté ce comité de parties prenantes, à la fin du premier comité de parties prenantes, il m'a dit c'est extraordinaire, parce que pour la première fois, je parle avec des gens qui me disent réellement ce qu'ils ont sur le cœur ou ce qu'ils ont en tête. D'habitude, quand je visite un pays, on prépare les séances, les questions, etc. Donc c'est une espèce de théâtre. Ici, les gens me disent, voilà, je pense ça, et c'est comme ça que je les prends comme un cadeau. Et pour moi, les membres du comité de mission, c'est ça. Ce qu'ils disent à l'entreprise, c'est un cadeau qu'ils leur font en disant, ça vient de mon parcours, de ce que je pense, de ce que je crois par rapport à tout ce que j'ai pu entendre. Et la chance du comité de mission Sycomore aujourd'hui, c'est que ce sont des personnalités très différentes. Et ça, c'est une vraie richesse. Et en tant que tel, et en plus, c'est des personnalités différentes qui ont envie de travailler ensemble, de s'exprimer. Et ce que je trouve encore mieux,
parce que c'est la première fois, en tout cas moi j'ai été confronté, c'est ce mélange entre personnalité externe et membres de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que les membres internes nous aident à mieux comprendre les business models, les produits, etc. Et les membres externes vont nous aider à ouvrir les fenêtres sur l'extérieur et faire entrer. Voilà, exactement. Tout à fait. Alors, quand on s'intéresse au sujet de la durabilité, il y a souvent derrière tout ça des convictions personnelles assez fortes. Et je voulais avoir un peu ton avis. Il y a évidemment beaucoup de choses très anxiogènes quand on parle de dérèglement climatique en particulier. On peut parler des trajectoires de plus 2,7 degrés en 2050. Certains parlent même de 4 degrés en 2100. Enfin, il y a beaucoup d'anxiété. Et voilà, je voulais avoir un peu ton avis sur ces sujets-là, tes convictions personnelles, ce que tu peux partager. Est-ce que tu es un optimiste ? Ou au contraire, tu penses que la fin de l'humanité est proche et finalement, il n'y a plus réellement d'option possible. J'aime bien la façon dont tu as posé la question, c'est-à-dire quelle est ma conviction personnelle, parce qu'effectivement, je ne suis pas un grand spécialiste de la géopolitique et je ne suis pas un membre non plus de l'ONU, mais en même temps, c'est vrai, et ça c'est fondamental. Pour moi, c'est très important, je me considère comme un citoyen engagé. C'est-à-dire, je fais partie du monde, et donc, dans ce monde-là, je considère que j'ai un rôle à jouer. J'ai été très touché, c'était en 2023, quand le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait dit « Le monde est dans un triste état ». Et encore, c'était à Davos qu'il avait dit ça, on était en janvier, il n'y avait pas encore la guerre au Moyen-Orient, etc. Mais j'avais été très touché parce que je me dis « Mais ce monde-là, je ne peux pas simplement le regarder de l'extérieur, c'est le mien ». Et ce qui m'avait conforté dans cette prise de position, c'est qu'ensuite il avait dit, mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas attendre. On a notre responsabilité, il faut qu'on collabore, il faut qu'on lance des plans d'action. Et c'est comme ça aujourd'hui que moi je perçois le monde. C'est-à-dire, je me dis, ce monde-là, je suis dedans, et je dois prendre mon rôle. Là aussi, tu verras, tu as pu remarquer, je fais souvent des métaphores, mais je me dis le monde, c'est un peu comme un jardin partagé. Un jardin partagé, il y a des parcelles, chacun a des parcelles, et puis qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on peut se disputer parce qu'il y en a un qui veut prendre la parcelle de l'autre, il y en a un qui fait le boulot et puis pas l'autre au niveau des parties communes, et puis il y a des gens à l'extérieur qui voudraient rentrer dans le jardin, et puis on va trouver des investisseurs qui voudraient racheter la parcelle pour construire, etc., pour construire un immeuble à la place. À la fin, c'est quoi un bon jardin partagé ? Un bon jardin partagé, c'est une gouvernance déjà qui est partagée. C'est des accords sur les règles principales. C'est aussi une bienveillance. C'est un accord aussi sur le partage des fruits et des légumes qui sont mis en place, etc. Et moi, je crois que ça, c'est possible dans notre monde. Je me dis, c'est possible et on doit le faire. La seule chose qu'il ne faut pas, sur laquelle je suis mal à l'aise, c'est quand les personnes font des choses et n'assument pas. La dernière fois, et récemment, je fais pas de politique, mais j'ai entendu un ministre dire « moi, j'étais pas responsable de ça ». Ça, je pense qu'on n'a pas le droit de dire. Moi, aujourd'hui, je dis moi, Bertrand Bonhomme, si le monde est tel quel, il est comme il est, j'ai aussi ma part de responsabilité. Et donc, je suis aujourd'hui positif parce que j'ai envie que demain, le monde qu'on va offrir à tous nos successeurs, ça soit un monde dans lequel on a envie de vivre, et donc j'essaye de faire autant que faire se peut ma part du boulot, et en considérant que je ne vais pas la faire pour rien, donc je suis positif et je me dis on va y arriver. On va y arriver parce qu'on n'a pas d'autre choix que celui-là. Tu as parlé d'engagement personnel, donc c'est ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens par exemple, et ton engagement d'ailleurs en tant que président du comité de mission en est quand même la démonstration. Il y a aussi deux autres leviers, tu en as également un peu parlé. Il y a la politique et il y a la finance. La politique, on le voit en fonction des régions, elle peut évoluer. Et on voit d'ailleurs aux États-Unis, malheureusement, développement d'une approche parfois très climato-sceptique. Alors que l'Europe, au contraire, ressort un peu comme le bon élève avec une réglementation qui est certes complexe, mais très structurée pour plus de transparence. Mais je voulais qu'on discute un peu de la finance, parce que Sycomore est une société de gestion d'actifs. Et comment la finance peut apporter finalement des réponses. Je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, sachant qu'en tant qu'investisseur, évidemment, on s'interdit d'investir dans un certain nombre de secteurs, donc ça c'est une première action.
Et puis ensuite, on peut décider d'investir dans des solutions. Voilà, dans le renouvelable, par exemple, dans l'éolien, enfin voilà. On peut également faire le choix d'investir dans des sociétés qui ont finalement un programme ou une trajectoire à venir de transition qui peut être très intéressant et donc du coup pour nous ça peut être une opportunité. Alors je voulais avoir un peu ton avis, voilà. De ton point de vue, quel rôle la finance peut jouer dans ces grands enjeux à la fois environnementaux et également sociaux? Alors tu le sais, hein, je ne suis pas un grand spécialiste de la finance, mais j'ai un très très grand respect pour la finance parce que je me rappelais quand on avait des discussions, notamment de travail sur le plan de décarbonation de l'économie française au sein d'EPE, qui était entreprise pour l'environnement, la finance était toujours derrière, était toujours présente. Parce qu'on se dit, c'est vrai que quand on veut aller tu parlais d'innovation, quand on veut aller dans l'innovation, c'est souvent la finance aussi qui va permettre l'ouverture vers cette innovation. Christophe Colomb n'aurait été rien sans Isabelle de Castille. En même temps, j'ai eu l'opportunité d'écouter récemment un podcast sur Roosevelt et je me rappelle les accords de Bretton Woods. Et je me suis dit, mais c'est la finance qui a fait ces accords. C'est la finance qui a permis que des ennemis d'hier deviennent des ennemis de demain, mais dans un temps très très court. Et là, je me dis, mais c'est vrai que si on veut avoir un monde comme on veut, ce fameux monde 1,5, 2 degrés, etc., c'est parce que la finance, seule la finance va pouvoir le faire, va redonner des nouvelles règles qui vont faire qu'on va pouvoir construire des nouveaux types de relations. La deuxième chose aussi, c'est là où je crois à la finance, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la perception de risque. Si la finance dit on est prêt à investir sur des innovations qui sont risquées, peut-être que, je disais toujours, reprenant mon exemple de Christophe Colomb, on va peut-être découvrir une nouvelle Amérique. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, la finance va dire, oui, je suis prêt à risquer X% du capital que j'ai vers des nouvelles solutions. Et on sait qu'on a aujourd'hui besoin de nouvelles solutions. Ça, c'est pour moi un point fondamental. Et un troisième point, j'écoutais le rapport des COP, et on voit bien aussi qu'on a besoin encore aussi, une fois de la finance, pour sortir entre guillemets, de son territoire géographique de confort. Bien sûr qu'il y a l'Europe, bien sûr qu'il y a le Japon, bien sûr qu'il y a la Chine ou les US, mais il y a l'Afrique. Et on voit bien qu'il y a aussi l'Asie, et on voit bien que sans ces continents-là, ce développement durable sur le côté social, on ne pourra pas y arriver. Donc là aussi, on peut faire la finance, et c'est la finance qui va faire le premier pas pour arriver à construire quelque chose de fort là-dessus. Et en fait, peut-être le dernier point, c'est que je me dis aussi que la finance a les capacités, et elle seule, d'adapter les modèles, des nouveaux modèles économiques en fonction, j'allais dire, des diversités à la fois géographiques et sociales. C'est pour ça, d'abord, je suis très heureux d'être au comité de mission d'une société de finance, et parce que je suis convaincu que vraiment la finance, elle a beaucoup de leviers que n'ont pas d'autres métiers pour arriver un petit peu à changer le monde et à nous permettre d'aller vers le monde dans lequel on rêve, qui est celui de 1,5. D'autant plus que dans la démarche d'un investisseur responsable, il y a ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire le dialogue avec les entreprises dans lequel nous investissons. Et effectivement, ça donne à la finance cette capacité de faire évoluer les pratiques. Et ça, c'est un élément important. On vote évidemment aux assemblées générales, mais en même temps, on dialogue et on essaye de travailler avec donc des entreprises pour qu'elles améliorent leurs pratiques. Et ça, c'est aussi un levier que la finance apporte, que finalement, les politiques ont beaucoup de mal à mettre en place. Donc c'est aussi un argument évidemment très, très important. Bertrand, je voulais te remercier pour cet échange qui est à la fois inspirant et inspiré. Donc un grand merci. Merci aussi en tant que président du comité de mission à faire évoluer Sycomore et puis évidemment sa vision et son engagement. Donc merci beaucoup. Merci, j'étais ravi de participer à cet échange et je suis ravi aussi d'être membre de ce comité de mission et de travailler avec toi. Merci Bertrand.